Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, le quatrième du genre pour l'année 2022, organisé par Happy User. Webinaire dont le sujet est les bonnes pratiques performance web qui boostent l'expérience utilisateur et les conversions. Ce webinaire qui devrait tenir dans 45 minutes si on travaille correctement. Sera l'occasion d'échanger avec Fabien de la société HydroKit, Romain de la société Samedia. Bonjour Fabien et Romain. Bonjour. Et assisté dans cette tâche par Philippe Barrette, CTO de Cadran, moi-même étant Bonjour à responsable tous. marketing de la société. En introduction, une fois il fallait bien qu'on présente la société Cadran, qui est éditrice de la solution Happy User, qui est une plateforme de monitoring de l'expérience digitale et des performances web des sites internet. Cette plateforme et cette solution en ligne se voulant être une zone d'échange entre les différentes personnes qui travaillent à un site internet, en passant des équipes marketing, e-commerce et équipe IT. Au sommaire donc, de ce webinaire, il y aura une courte introduction pour se rappeler pourquoi il est important d'actionner le levier performance web lié à l'expérience digitale. On enchaînera ensuite avec un rappel de quelques bonnes pratiques de la part de Philippe, pour ensuite se focaliser sur 2 retours d'expérience particulièrement intéressants. Donc, le retour d'expérience de la société HydroKit et le retour d'expérience de la société Samedia. On terminera cette présentation avec une session de questions-réponses. Je vous invite d'ailleurs en cours de présentation, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. Il est là pour ça. Et en fin de présentation, on tâchera de répondre à un maximum de ces questions. Donc c'est parti pour cette toute première introduction, pour replacer les choses et se demander pourquoi suivre et optimiser les expériences digitales via la performance web. Tout simplement pour une raison, c'est que cette performance web, donc la vitesse de chargement et d'affichage des sites internet, a une multitude d'impacts et sur un grand nombre de thèmes, en passant bien évidemment de l'IT, puisque ça va avoir une incidence sur l'infrastructure, le coût de cette infrastructure, jusqu'à l'impact environnemental, puisqu'un site rapide sera d'autant plus sobre en consommation d'énergie pour ce qui est serveur d'hébergement, etc. Et aussi sans oublier le point qui nous intéresse particulièrement, c'est l'impact de la performance web sur l'expérience utilisateur et par effet de ruissellement, en fait, un impact sur autant de thèmes aussi divers que le trafic, l'image de marque, la capacité de fidélisation, le SEO et bien entendu, là, on va se focaliser notamment sur la conversion, heu qui est un point particulièrement intéressant à examiner. Pour, aller plus loin, si vous souhaitez aller plus loin sur ces questions-là, on a déjà, donc organisé 3 webinaires, tournant autour de ces concepts. Donc, je vous invite à aller vous rendre sur notre chaîne, Webikeo. N'hésitez pas à vous y abonner et consulter en replay, le replay de ces précédents webinaires. Je vais passer la main maintenant à Philippe qui va vous citer un certain nombre de bonnes pratiques web perf pour booster votre expérience digitale. Ok, merci Philippe. Alors,
je prends la main. Donc, le premier conseil que je pourrais donner, c'est ne pas sous-estimer, l'importance des web perfs. C'est vrai qu'on a tendance à aller se réfugier dans les domaines qu'on maîtrise. Si vous êtes expert SEO, vous allez essayer d'optimiser votre référencement, naturel. Si vous êtes expert UX, vous allez peaufiner votre design ou votre ergonomie. Le contenu également, c'est quelque chose d'important. Ce qui fait qu'un site, ou un portail est gagnant, c'est quand vous arrivez à maîtriser l'ensemble des sujets, que ce soit le contenu, l'UX, le SEO et la web perf. Et là, à ce moment-là, vous avez quelque chose un site qui va bien fonctionner et fournir une expérience digitale optimale. D'ailleurs, quand Google a posé la question à quoi sont sensibles les internautes, à 75%, ils ont répondu le temps de chargement de la page. C'est dire c'est l'importance du sujet. Bon, le deuxième point, effectivement, ça va être de dire on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Si vous n'avez pas d'outil de mesure, vous allez rester dans les bonnes intentions. Et donc, il va falloir choisir un outil de mesure et déterminer les indicateurs qui vont être pertinents pour vous, dans votre cas. Donc, les outils de mesure, je vous renvoie au précédent webinaire qu'on avait fait. Vous avez deux types d'outils. Les monitoring synthétiques avec les sondes, qui va être très bien pour les cycles pendant la phase de mise au point de votre application ou de votre site. Et après, vous avez les outils type RUM, donc Real User Monitoring, qui vont se placer au niveau des postes clients, qui vont vraiment vous permettre d'avoir le ressenti exact de vos internautes. Après, les indicateurs pertinents et héroïstes, on a fait un webinaire sur ce sujet. Il y en a plusieurs. L'idée, c'est vraiment que vous identifiez les indicateurs avec lesquels vous allez piloter et augmenter votre chiffre d'affaires, votre taux de conversion en fonction de vos objectifs. Pareil, ce qui va être important également, tous ces outils de supervision vont vous envoyer des alertes. Donc, on peut rapidement être noyé entre les alertes internes sur les serveurs et les alertes vraiment qui correspondent à des expériences digitales dégradées pour vos internautes. Il va falloir être sûr de prendre un outil qui va vous permettre de faire un tri et de vous alerter uniquement en cas de problème, en tout cas si c'est ce que vous cherchez, en cas de problème au niveau des internautes. Et pareil, des outils, ça va il y a des outils très, très complexes et complets et complexes à utiliser. Donc là, si vous faites faire des démos d'outils, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est effectivement d'aller chercher des outils simples et qui va vous permettre d'identifier des actions à mener. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, on peut être assez rapidement noyé également, que ce soit par les alertes, mais aussi au niveau des chiffres et des remontées d'indicateurs. Également, donc troisième conseil, ça va être vraiment penser l'expérience digitale sur tout le cycle de vie d'un projet web. Heu, Si vous ne faites pas ça, vous allez aller de crise en crise. Alors, vous allez peut-être réussir à résoudre à chaque fois vos crises, mais vous n'aurez pas vraiment pensé globalement à votre expérience digitale. Donc, on va repartir du début, qui est le marketing définit le niveau d'expérience digitale attendu avec les équipes UX design. Puis après, vous avez les équipes techniques et l'agence web qui vont intervenir sur les phases de développement, de test. Et après, vous allez pouvoir vérifier ça juste avant la mise en prod, peut-être justement avec des outils synthétiques, et ensuite avec des outils RUM sur la partie production. Et ça va être au moins autant les équipes marketing webmaster que techniques qui vont s'intéresser à justement, est-ce que vous avez une expérience digitale stabilisée, qui se dégrade, qui fonctionne bien, et éventuellement planifier les nouveaux développements en fonction de ce que vous avez observé en production. Si vous travaillez comme ça, effectivement, vous allez réduire votre nombre de crises de manière drastique. Alors autant faire l'autruche, c'est dangereux, autant viser la lune, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus productif. Là, j'ai pris le score PageSpeed de Google. Viser un score de 100 c'est pas forcément une fin en soi. D'ailleurs, si vous avez des objectifs trop ambitieux, que vous êtes trop loin de la cible, vous risquez de décourager vos équipes IT. Il vaut mieux mettre en place des mécanismes d'amélioration continue. Donc, comme on l'a vu, sprint après sprint, vous améliorez, bien cibler ce que vous voulez faire et et à ce moment-là, réussir à vous améliorer. Également, si vous voulez que votre site web ou votre portail, soit meilleur que les concurrents, il suffit d'être juste un peu meilleur dans chaque segment. Vous êtes un peu meilleur en référencement, vous êtes un peu meilleur en UX, vous êtes un peu meilleur en perf. Et là, effectivement, vous allez cartonner.
Et enfin, ce qui est important, sur ce sujet-là, c'est vraiment d'identifier et de viser les points les plus impactants. Parce qu'on peut se retrouver assez rapidement à réparer ce qui marche déjà bien. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les pain points, donc les points douloureux, pour vos internautes et se concentrer là-dessus. Donc là, je prends par exemple, 2 cas, donc c'est des cas clients, hein, de pages anonymisées. Vous avez, l'expérience digitale qui est dégradée dans ces deux cas. On voit le petit compteur là qui est fortement dégradé, dans le premier cas et qui est quand même bien dégradé dans le second. Et vous avez les différents segments des chargements des pages, donc les temps consommés sur le temps de connexion, le temps de traitement back-office, le temps de réponse réseau et finalement le temps d'affichage de votre page web. Et là, on voit que ces deux cas-là sont complètement, enfin, ont des problèmes complètement différents. Le premier cas, on voit qu'effectivement, c'est plutôt un problème back-end, donc un problème vraiment côté algorithme et base de données, donc sur le serveur, sur votre CMS qui pose souci. Et dans le deuxième cas, c'est plutôt la page qui est trop gourmande, qui demande sûrement à aller télécharger trop d'images ou de JavaScript, etc. Et on voit que les remèdes appliqués sont complètement différents. Et si vous commencez à essayer d'optimiser le temps de chargement de votre page, vous allez, dans le premier cas, vous allez optimiser peut-être 10% de 5%. Et dans le deuxième cas, là, on voit qu'effectivement, vous avez tapé juste. Donc là, l'idée, c'est vraiment de savoir quelle équipe je déclenche. Est-ce que c'est une équipe front-end, back-end, de faire un diagnostic assez rapide des problèmes. Deuxième cas également de règle des 80-20. Là, on a un site web, donc on a les 20 pages les plus visitées du site. Donc vous avez le titre de la page, le nombre de fois qu'elle a été vue, le nombre de hits et son score Apidex, donc c'est notre indicateur qui va de 0 à 1. Et donc avec le code couleur, rouge, foncé, il y a un problème, bleu foncé, tout va bien. Donc là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'effectivement, globalement, le site fonctionne bien. Et par contre, si on regarde un petit peu plus près, il y a 3 pages qui posent souci. La page catégorie, des objets 3, qui a un score un petit peu plus bas que le reste, les mentions légales et le formulaire de contact. Donc quand je disais ne pas réparer ce qui marche bien, ça sert à rien d'aller réparer tout ce qui est dans le bleu, on va pas gagner grand-chose. Donc il faut se concentrer sur ces 3 pages-là. Ensuite, parmi ces 3 pages-là, on peut être tenté de se dire: «Bon, je vais aller corriger les mentions légales», qui ont un score vraiment dégradé, d'expérience digitale. Mais c'est peut-être pas finalement la meilleure approche parce qu'on voit que la page catégorie 3, c'est la deuxième page la plus vue du site et donc elle va amener, une dégradation du ressenti, sur les principaux parcours clients. À un moment donné, quand on va aller sur cette page-là, on risque d'augmenter les taux de rebond et les gens n'iront pas forcément au bout de leur démarche d'achat. Donc c'est vraiment une page stratégique à améliorer. Donc même si elle est un peu moins dégradée que les mentions légales, moi je conseille d'aller s'y attaquer et de la remettre au niveau des autres pages catégories pour qu'il y ait plus de problèmes sur ce parcours utilisateur. Une fois que vous avez fait ça, éventuellement, vous pouvez aller voir les mentions légales, mais qui sont peut-être moins stratégiques et surtout, vous avez eu 3 personnes qui sont allées visiter cette page-là. Voilà. Enfin, donc quelques principes techniques que vous pouvez mettre en place. Alors, si on reprend un peu le sprint là, que j'avais évoqué dans 2-3 slides, ça commence par les équipes, justement marketing communication, de peut-être, réfléchir à un site sobre et éco-conçu. Donc se poser les questions: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de chacun des modules? Est-ce que j'ai besoin de mettre une cartographie sur la page d'accueil?» Peut-être pas finalement, tout le monde ne va pas forcément cliquer sur la cartographie à ce moment-là. Est-ce que le carrousel apporte quelque chose? Est-ce qu'une image fixe finalement ne suffirait pas? Donc, ne pas se faire plaisir à collectionner les modules, mais se dire: «Voilà, quel module, va me servir, pour l'objectif que je me suis donné?» Et ensuite, donc plutôt sur la partie développement, vous avez, des techniques de FIO, donc front-end optimisation, qui est plutôt la partie justement affichage des pages, hein, donc avec du progressive display pour n'afficher qu'au fur et à mesure des besoins, des mécaniques de cache, de CDN, donc de li pour avoir une expérience digitale optimale partout dans le monde. Et après, un certain nombre de conseils qu'on peut donner, donc réduire les tailles des formats d'images pour que ça soit optimisé pour chaque device, et cetera, réduire les poids des images. Donc là, il y a une trentaine de recommandations que je pourrais vous envoyer si vous voulez sur le FIO.
Et après, sur la partie back-end, l'idée, c'est effectivement de l'optimiser si on s'aperçoit que c'est vers là que ça pêche. Donc là, ça va être plutôt les les programmes, l'algorithmique ou alors les requêtes en base de données qui peuvent être un peu lentes. Donc ça, les développeurs savent très bien faire si on les lance là-dessus. Voilà un peu pour un retour général. Merci Philippe pour ce tour d'horizon des bonnes pratiques. On va maintenant entrer dans la seconde partie de notre webinaire dédié au retour d'expérience concernant la société Hydrokit et les sociétés Hydrokit et Samedia. On va commencer par Hydrokit et donc accueillir Fabien avec lequel on va échanger un peu sous la forme de propos. On a travaillé un certain nombre de slides pour vous présenter l'expérience d'Hydrokit. Et bon, pour que ça soit plus agréable, je vais poser quelques questions et puis lancer Fabien sur les commentaires, sur ce qu'il peut nous en dire. Donc, bonjour à tous déjà. Merci d'être présent et nous faire profiter de votre expérience en la matière. On va peut-être commencer par laisser présenter Hydrokit. Donc alors Hydrokit, donc ça fait partie du groupe 26 aujourd'hui avec plusieurs sociétés. Donc là aujourd'hui je vais vous parler d'Hydrokit. Donc aujourd'hui Hydrokit c'est une société qui développe des solutions électro-hydrauliques donc dans le monde agricole, dans le monde du travaux publics manutention. Donc travaux publics, j'irai peut-être TP au cours de l'intervention, du domaine de la carrosserie industrielle, la maritime et plusieurs autres domaines. Aujourd'hui on a 25 000 références sur stock. Et on existe depuis 1983. Alors, ce qui importe Hydrokit aujourd'hui, on propose 3 offres. Une offre de produits, où là, on va vendre des composants hydrauliques et électriques. Et ça sera destiné aux engins mobiles. Donc, quand je dis composants hydrauliques, c'est la partie huile des composants. Donc, des pompes, des vérins, des flexibles, par exemple. On propose aussi du matériel d'atelier à nos clients. Ensuite, on propose une offre de solutions, où là, on a une cellule marketing solution qui s'occupe de récupérer les demandes et ensuite de les donner aussi à notre bureau d'études. Et enfin, on a une offre de service où là, on va proposer de la réparation pompe, du montage externe. On a des points de proximité pour mailler la France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer à l'avenir. Et aussi une offre de formation. Et aujourd'hui, essentiellement, on vend par téléphone et via le site web. Ok, merci. Peut-être vous présenter ce que vous faites au sein de cette entreprise. Alors, oui, donc je suis arrivé en 2008 au sein du SI en tant que technicien informatique et j'ai basculé sur la partie web en 2011. Donc, petit à petit, voilà, j'ai plutôt commencé sur une expérience technique au départ et j'ai intégré le club e-commerce à la CCI Vendée en 2014 et aussi j'ai effectué du coup une formation pour être chef de projet multimédia en 2016, donc une formation du soir. Du coup, ce qui m'a permis de gagner en expérience et en compétences. Et enfin, le métier que je pratique au sein d'Hydrokit et du groupe, c'est surtout, globalement, c'est de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des sites web que nous avons. Aujourd'hui, on a 8 sites internet. D'accord. Dont Hydrokit qui est le plus gros. Dont Hydrokit, sur lequel on va faire un focus. Donc, c'est un site B2B, forcément, avec des fonctionnalités e-commerce. Tout à fait. Alors, du coup, pour accéder aux fonctionnalités e-commerce, il faut un compte. Donc, c'est un compte qu'on donne qu'à nos clients qui sont professionnels. Parce qu'il faut faire attention, parce que nous, le but, c'est d'aller sur une machine, donc c'est d'aller sur un tracteur, d'aller sur un tractopelle, etc. Mais on ne va pas vendre à l'utilisateur final. On va vendre au concessionnaire. Donc, comme dans le monde automobile, on peut voir des concessionnaires de voitures, ça va être aux concessionnaires de tracteurs, aux garagistes, aux concessionnaires TP, etc. Même aux constructeurs aussi. Okay. Ensuite, donc voilà, on a 25 000 références sur stock, donc qu'il faut mettre en ligne sur le site web. Là, on attaque le marché européen, mais bon, on fait plutôt un focus sur la France. On risque de développer, on va développer
nos points de proximité parce qu'on voit que ça apporte du marché supplémentaire dans nos activités. Et enfin, le web, c'est un module de notre ERP aujourd'hui. Là-dessus, donc sur cette base-là, sur le site, vous avez mis en place la solution Happy User, donc en août 2020. Pour quelles raisons vous avez opté pour cette solution, et dans quelles conditions? Alors déjà, c'est que le digital prenait de plus en plus de place au sein de la société. Donc on a lancé notre site vraiment e-commerce en mai 2014 et on a fait donc c'était la V1 et on vire la V2, donc la version 2, a été lancée en mars 2020. Et ensuite on a eu cette solution. Alors, je ne me rappelle plus comment, mais on l'a vu en tout cas ou entendu. Et du coup, c'était comment dire? Il y avait des outils qui existaient sur le marché pour mesurer la performance des sites web, comme par exemple l'outil PageSpeed, GTmetrix, Pingdom Tools et compagnie. Mais le problème, c'est qu'ils faisaient une cartographie à l'instant T, ces outils. Donc, ce qui était intéressant avec Happy User, c'est que c'est un ressenti réel pour toutes les pages que nos utilisateurs voient. Que l'expérience soit dégradée ou non. Et du coup, l'outil, après, le garde dans ses statistiques, enfin Happy User en tout cas. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, Happy User, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un APIDEX, donc c'est un taux de satisfaction. Et du coup, c'est ce que nous suivons aujourd'hui, entre autres. Okay. Alors, on peut suivre aussi, alors c'est vrai que, excusez-moi Philippe, mais on peut suivre aussi l'APIDEX et aussi le temps de chargement du site web. Donc ça, c'est 2 indicateurs importants, pour nous en tout cas. Et ensuite, on suit le nombre de pages. Alors pourquoi on suit le nombre de pages? C'est à des fins de perf, du coup, mais c'est surtout à des fins de pas avoir de dégradation au niveau du référencement naturel. Donc, on sait qu'on a une activité aussi saisonnière sur certains produits, mais du coup, le fait de voir si on est bien vu encore sur notre site, ça nous permet de voir que on est toujours présent dans le monde du web. Ok. Cette mise en place donc en août 2020 et assez rapidement, vous avez pu lancer des premières actions. Vous m'aviez dit aux alentours de décembre 2020. Tout à fait. De quelle nature? Tout à fait. Alors, ce qui a été plutôt intéressant, c'est qu'en fait, on a eu un échange avec Happy User et ainsi que notre fournisseur de site web. Et là, ce qui était plutôt bien, c'est que d'avoir la relation entre les deux, enfin les trois du coup avec nous, c'est qu'assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner 0,5 secondes à 1 seconde sur la page d'accueil. Et en faisant très peu de choses, il y avait un appel. Alors, par exemple, on a fait un focus au départ sur la page d'accueil. Il y avait un appel qui était fait en base de données par notre site, mais nous, on ne le voyait pas à l'instant T. Avec l'API User, on l'a vu. Et on a gagné quasi 1 seconde. On va le voir sur la slide suivante, mais là, c'était super intéressant, quoi. Et en très peu de changements techniques. Ok. Donc, là, on a partagé en fait un peu un écran donc l'écran du dashboard d'Happy User sur la situation de départ. Vous avez démarré. Je ne sais pas si vous pouvez apporter quelques commentaires là-dessus, que ce soit sur le niveau d'expérience digitale ou sur d'autres infos. Oui, voilà. Alors là, sur ces slides, on a pris le dernier trimestre de 2020, parce qu'on n'avait pas encore fait les modifs techniques. On était en cours justement d'analyse. Ce qui se passe, c'est que là, on peut voir une expérience, donc un APIDEX à 0,66, si vous préférez, on va dire que c'est 66% de taux de satisfaction. Enfin, Philippe, vous m'excusez si je le dis comme ça, mais c'est vrai que moi, je préfère le voir comme ça. Et on peut voir aussi qu'on a un début d'affichage frustrant à 3,53%, et pareil, un chargement aussi frustrant. Et ce qu'on peut voir en dessous, beaucoup de rouge, beaucoup de rosé et beaucoup de bleu. Bleu ciel ou bleu foncé. Enfin, beaucoup de bleu. Non, pas beaucoup, justement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a travaillé assez rapidement sur la page d'accueil, donc qui était un taux, alors là, c'est vrai qu'on a le taux européen, mais bon, c'était principalement français à 66%, et aussi les pages produits. Donc ça, vous allez voir assez rapidement ce qui s'est passé. Ça, on va dire que c'était une vue au dernier trimestre 2020. Okay. Et donc là, on a mis en parallèle à la suite, vous me dites si je vais trop vite dans les slides, donc on a mis en parallèle ces résultats du dernier trimestre 2020 avec ceux enregistrés sur le premier trimestre 2021.
pour Tout à voir fait. ne serait-ce que la différence au niveau des couleurs, où il y a là, visiblement, nettement plus de bleu. Tout à fait. Donc là, ouais, on passe de 66% à 80%. Après, voilà, l'Apidex nous aide, mais surtout, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a quasi gagné 1 seconde de temps de chargement. Et clairement, c'est ce qu'on cherche, hein, que ce soit sur nos téléphones ou sur nos PC, même si notre clientèle est principalement sur ordinateur. C'est ce que l'utilisateur a besoin. Cette expérience utilisateur, si la perf, on ne l'a pas, on perd déjà en expérience utilisateur rien qu'à l'affichage. Et ouais, ça a été top, quoi. Ça, on ne l'avait pas vu avant, et on l'a vu grâce à Happy User. Ça, c'est ce que je peux dire oui, à l'instant T. Ok. Petit à petit, on rentre de plus en plus dans le détail et on regarde sur une période un petit peu plus longue. Donc là, on a reporté justement ce score d'expérience digitale, donc l'Apidex. Alors, vous le lisez comme un pourcentage, c'est un calcul un peu plus complexe, mais qui évoque notamment la distribution statistique, en fait, au sein de toute votre audience, du niveau de satisfaction. Donc, c'est comme ça, mais on peut le lire en effet comme c'est un score qui va de 0 à 1. Donc, l'évolution de cette expérience digitale est mise en parallèle avec l'évolution du temps de chargement. Et donc là, on peut voir l'incidence de l'un sur l'autre et les évolutions qui sont quand même assez impressionnantes. Oh, oui, oui, après, c'est vrai qu'on peut parler sur la partie HydroKit. Alors, on ne partait pas non plus de loin. C'est vrai qu'on essayait d'y attacher une importance au niveau de la perf. J'avoue, j'ai des collègues qui sont un peu embêtants. Ils ont raison. Et c'est vrai que déjà, on partait à 2,84, donc c'était pas énorme, hein. Donc 2,84 secondes, pour que vous compreniez, c'est le temps d'affichage complet des pages en moyenne. Et donc, du coup, on est descendu assez rapidement en mars à plus d'1 seconde, donc il y avait 1,81 secondes. Là, c'est plutôt bien. Et du coup, en parallèle, le taux de satisfaction, lui, augmentait. Alors, ce qu'on peut voir, une dégradation, nous, à peu près depuis mars cette année, mais c'est un choix de notre part. C'est qu'on personnalise de plus en plus l'affichage de la partie connectée pour nos clients. Donc, un client qui est dans le monde agricole, on va lui afficher quelque chose, on va lui afficher des solutions agricoles et des images liées à son métier. Dans le TP, la même chose, dans le maritime, et ainsi de suite. Et nous, et donc ça, c'est les 2 métriques qu'on suit. On essaie d'être à plus de 80% en taux de satisfaction et à moins d'1 seconde 8 en termes de temps de chargement. Ok. Alors, poursuivons l'analyse. Et là, cette fois-ci, vous avez eu la gentillesse de partager avec nous certaines informations tirées de vos analytics. Et là, donc on a mis en parallèle l'évolution de cette expérience digitale avec votre taux de conversion ainsi que le nombre de transactions. Et alors déjà, on peut voir qu'il y a eu des évolutions quand même très franchement positives et une nette corrélation entre ces deux éléments. Oui, tout à fait. Là, ce qu'on peut voir, donc en jaune, on voit l'expérience digitale. Donc ça, c'est le taux de satisfaction l'Apidex, donc d'Happy User. Ensuite, on a les transactions en bleu et on a le taux de conversion en vert. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le taux de conversion, on peut voir des pics et des descentes. Et en fait, chaque année, si on fait une corrélation, c'est que si on a une activité en fait saisonnière. Donc mais on voit que ça a augmenté chaque année. Alors, ce qu'il faut voir, oui, c'est vrai qu'on a le côté performance avec Happy User, mais il n'y a pas que ça aussi qui rentre en jeu, hein, bien sûr. On sait ce qui est important. Il y a aussi l'expérience utilisateur sur un site. Et on a aussi, nous, on essaie de faire de plus en plus attention, c'est la partie référencement naturel. Donc, on a essayé de faire évoluer cette partie-là en 2022. Et donc, on voit aussi qu'on arrive à augmenter chaque année. Mais grâce à la partie expérience technique, la partie performance utilisateur, du coup... il y a un effet exhausteur, quoi, en fait. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Là, on a formulé autrement et on a fait un récapitulatif de ces évolutions en partant, donc ce sur quoi on partait sur le temps de chargement et son évolution et l'expérience digitale à travers l'Apidex. Et
donc, et de voir en fait quelles étaient les implications, comment ça se reportait sur d'autres métriques importants. Donc d'abord le nombre de sessions et le taux de conversion, et puis ensuite les revenus et le nombre de transactions. Et donc là, encore une fois, on arrive à des évolutions quand même assez impressionnantes. Oh, oui, ouais, tout à fait. Et puis après, ce qu'il faut voir aussi, bon voilà, c'est vrai que les chiffres là sont verts. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même eu des sessions qui sont restées similaires, parce qu'on a eu des baisses de référencement naturel, des augmentations. Mais au final, ça reste quand même stable, nous, pour notre société. Ce qu'il faut voir, c'est que les clients ont pris l'habitude aussi de commander, nous, sur notre site. Et aussi, on a un pôle, on va dire, technique au niveau d'HydroKit, des technico-commerciaux. Et aujourd'hui, ils envoient aussi beaucoup sur la partie web. Mais je vois dans le monde agricole, clairement, les concurrents et nous-mêmes, voilà, on est sur le web. Donc, ils ont pris cette habitude-là. Donc, on doit leur offrir ce service. Si on n'offre pas ce service, demain, on va avoir moins de transactions, on va avoir moins de chiffre d'affaires. D'accord. Et ce qui est important, voilà, c'est vrai qu'il y a le côté web ou performance. Mais voilà, comme je dis, les équipes en parlent. Et voilà, il ne faut pas oublier ce côté-là vraiment humain au sein des sociétés. Et ce n'est pas que le site web, ce n'est pas le site web d'ailleurs qui fait le boulot, ce n'est pas nous, ce n'est pas que nous, parce que le site web, c'est vraiment un reflet de l'ensemble des services d'HydroKit et de chaque société en tant que telle. Ok. Maintenant, on va regarder un petit peu devant et vers l'avenir. Qu'est-ce qui vous reste comme chantier? Qu'est-ce qu'il y a comme perspective là, d'évolution selon vous? Beaucoup, déjà, pour commencer. En termes d'expérience utilisateur, beaucoup. Alors après, en termes de performance pure, toujours, on va suivre cet index de satisfaction, l'APIDEX, plus le temps de chargement et plus le nombre de pages. Donc ça, c'est ce qu'on en retire déjà au moins de l'outil mensuellement. Ensuite, on va faire un focus, surtout sur les Core Web Vitals. Alors, si vous avez déjà entendu parler, ça, c'est les perfs que Google demande sur un site web. Nous, aujourd'hui, vous pouvez voir l'expérience utilisateur n'est pas optimale. Si vous allez sur hydrokit.com, vous verrez des éléments bouger de notre site. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse évoluer. Et justement, c'est le fameux CLS. C'est ce que Google appelle ça. C'est le CLS, donc c'est des éléments qui bougent dans la page. Et nous, on en a toujours ça. Il va falloir qu'on le travaille. Ensuite, on aimerait améliorer les perfs aussi côté mobile, parce que nous, notre clientèle est quand même desktop. Notre site est quand même mobile, mais n'est pas encore assez performant là-dessus. Donc, on a des évolutions à faire. Et ça passe peut-être, voilà, on est en train de voir ça avec vous, justement, aussi un petit peu, et de basculer sur des formats d'images au format WebP. Donc, ça, c'est ce que demande Google. Mais techniquement, aujourd'hui, on n'a pas un CMS type PrestaShop, WordPress ou compagnie. On a vraiment un CMS maison, enfin un module de notre ERP. Donc, pour moi, il n'est pas dimensionné pour faire ça. Donc, ça, c'est des projets à mettre en place. Et ensuite, voilà, c'est vrai qu'on avait eu le questionnement d'API User sur le fait, pourquoi pas, d'implémenter un CDN. Donc, un CDN, c'est ce qui vous permet que le site soit rapide aux différents endroits de la Terre. Aujourd'hui, nous, on va faire un focus surtout sur la partie France, un peu européen. Et du coup, nos serveurs sont basés en France aujourd'hui. On va aujourd'hui pas implémenter de CDN au sein de notre société. C'est pas dans votre agenda. Voilà. Pas dans votre agenda à court terme, on va dire. À court terme, non, en tout cas. Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup, Fabien, pour toutes ces infos et ces témoignages fort intéressants. Bon, j'imagine qu'il y aura quelques questions. On les traitera après le témoignage de Romain, si vous le voulez bien. Oui. Et donc, on va passer au deuxième témoignage. Et donc, on va accueillir Romain. Bonjour. Pour nous parler du retour d'expérience de Samedia. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Donc là, même tarif que pour Fabien. On va commencer bien évidemment par une présentation de Samedia et de son activité. Entendu. Je présente Samedia ? Oui, allez-y. Alors, donc on est un fabricant franco-allemand d'outils diamantés, donc de découpe, béton, asphalte, granit, carrelage, tuiles, briques et compagnie. On existe depuis 60 ans à peu près.
Et on fait partie du groupe JFC, plus précisément de la division JFC Diamond Tools, dont on est le fleuron. Fleuron au sens où on fait la plus grosse partie du chiffre d'affaires, je dirais 60%. Et fleuron également, puisqu'on est le numéro 1 mondial en termes de qualité produit. Et les disques diamantés qu'on vend sont les meilleurs au monde. Ce qui est une petite fierté non seulement locale, mais on vend dans 60 pays à peu près. Donc on était sur 50 pays il y a quelques années. On vend depuis 10 ans, on va dire vraiment, à l'international. Ça s'intensifie. Et donc, forcément, qui dit présence internationale accrue, dit besoin, vigilance accrue sur la partie digitale. Voilà, donc on y retrouver une sorte d'analogie. J'aime bien avoir des images qui parlent. On a besoin d'avoir un service digital qui ne soit pas un service à la cuillère, si on veut reprendre le vocabulaire du tennis, mais un service professionnel, rapide, moderne, puissant. Ok. Et donc, au sein de cette structure, quelles sont vos fonctions et vos tâches? Les fonctions, alors c'est vrai que la terminologie est un peu différente selon les entreprises. Je suis responsable communication digitale, c'est-à-dire chez nous, le webmaster, le responsable communication éditoriale, le webmarketer et le responsable social media. Voilà, all in one. J'ai une deuxième personne, nous sommes même 3 actuellement. Et donc nous travaillons essentiellement sur les marchés franco-allemands pour l'essentiel, hein, mais également sur une douzaine de pays, je dirais secondaires. Et si vous allez sur notre site samedia.com, vous verrez le site est décliné en 12 langues. Ça va du russe au français. Et mon expérience, sans vous faire la paraphrase hein, de mon profil, j'ai 20 ans d'expérience dans le privé, dans le parapublic, dans des ONG, des associations et des collectivités territoriales. Donc on va dire que j'ai vu à peu près tous les aspects que peut représenter un site web en termes de services, de produits, de services publics. Et ça me permet effectivement d'être vigilant sur tous les aspects et notamment de mettre à la place de l'utilisateur, de l'usager, en mettant vraiment à sa place qu'est-ce qu'il attend. Et c'est pour ça que des applications telles que Happy User me semblent incontournables. Okay, merci. Voilà, faisons un focus sur le site de Samedia. Comment vous pouvez me le décrire? C'est un site B2B, donc il ne faut pas s'attendre à des audiences avec des millions de personnes par jour. Alors je dis ça d'autant plus simplement que j'ai géré des sites qui allaient de 50 visites par jour à 100 000. Alors, il y en a qui font peut-être 1 million, hein, donc il faut aussi toujours relativiser. Mais c'est un site B2B, c'est-à-dire que les cibles qu'il y a derrière sont moins nombreuses, mais par contre, elles ont une importance profondément stratégique. Chez nous, un client, ça peut être 500 agences derrière. Donc, on va le bichonner d'autant plus qu'un utilisateur lambda. Et d'où quand on parle d'expérience utilisateur, nous, je dirais que l'expérience utilisateur, c'est en lettres majuscules, capitales, soulignées. Donc, Happy User a vraiment une importance stratégique pour moi. Et je rajouterais quelque chose avant de parler vraiment des objectifs de notoriété, l'audience, etc. C'est que Philippe disait tout à l'heure, on peut améliorer que ce qu'on mesure. Et ça, c'est clair. Hein. Il faut vraiment avoir un outil de mesure dans la continuité. Je dirais qu'on soit professeur d'école, webmarketeur ou Didier Deschamps, on a besoin de vraiment d'évaluer pour bien évoluer à tout moment. Voilà. Sur les objectifs, donc comme tout le monde, hein, qui dit communication, dit objectif de notoriété, d'image. L'UX et le service, je le rattache plus à l'image qu'à la notoriété. Et objectif de conversion, puisqu'effectivement, il n'y aura pas vraiment de conversion si on n'a pas au préalable bien travaillé son approche UX service, qui passe justement par l'utilisation d'applications, de procédés tels que Happy User. Et quand on parle de conversion, c'est effectivement le fait que quelqu'un qui arrive sur un site web, déjà le service évidemment a été présenté bien rapidement, mais il va pouvoir très vite savoir où cliquer et très vite faire l'action qu'on attend de lui. Mais c'est sûr que si le site met 10 secondes à s'afficher, on a tout faux. Donc ça, c'est un incontournable. On part effectivement déjà de l'UX avant d'aller vers la conversion. Okay. Et ça permet d'avoir des résultats après de plus en plus intéressants si on le conjugue à des efforts SEO, de référencement naturel, référencement payant également, des efforts de maillage,
de navigation, donc d'ergonomie. Pour nous, ça a été très clair. On a une audience qui a été multipliée par 15 en 6 ans. Et Happy User a fait partie, je dirais, des leviers principaux de cette success story. Ok. Avec Fabien, pardon, juste oui. Précédent, comme pour Fabien, une importance accrue du mobile, et là, effectivement, de nouvelles interrogations sur les actions à mener précisément sur le mobile. C'est 55% de nos visites actuellement, donc on sent qu'il y a vraiment une attention particulière. Ok, donc désolé, j'avais enchaîné un petit peu trop vite sur la question suivante. C'est pourquoi vous décidez de suivre la performance web et surtout l'évolution de l'expérience digitale ou l'expérience utilisateur à l'aide d'API User? Alors je dirais, je cherchais depuis longtemps des applications qui permettent de le faire dans la durée. J'avais trouvé des applications pour à l'instant T mesurer la vitesse de chargement du site, Google Page Speed Insight, excusez-moi. Et j'avais utilisé également Airboost pour des analyses de sites un peu plus approfondies. Mais premièrement, je dirais que c'est un point essentiel de savoir qu'est-ce qu'on vaut en termes d'UX, parce qu'il y a une crédibilité vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis de Google également, avec ses Core Web Vitals. Et c'est important, qui dit Google dit que c'est important, ça va avoir un impact sur le référencement. Donc, il ne faut pas toujours distinguer l'UX et le référencement. S'il y a Google derrière, c'est forcément lié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je redis un peu ce que j'ai déjà dit, c'est qu'on ne peut évoluer que si on sait évaluer, et pas juste à un instant T, mais dans la durée. Troisième point, tout ça, en fait, ça participe vraiment de l'image de l'entreprise. La première image qu'ont souvent les gens d'une entreprise, c'est quand ils vont déjà se documenter par eux-mêmes sur les produits, et la plupart du temps, c'est sur un site web. Surtout quand on sait que 80% des ventes se font après avoir fait une consultation web. Donc, l'image maintenant de n'importe quelle entreprise doit passer par un service digital au top, ou en tout cas sur lequel on ne voit pas de faille évidente. Et ça passe également par la perception en interne. On dit utilisateur, client à l'externe, mais c'est également par exemple l'équipe commerciale, l'équipe production, la direction, bien sûr, la communication peut-être encore plus, le marketing. Tous ces gens-là sont les premiers ambassadeurs de marque. Donc si eux-mêmes n'ont pas le goût, l'envie ou d'aller sur le site web pour l'utiliser, surtout avec tous les modules qui sont à leur disposition, avec les espaces pro, etc., c'est sûr qu'on perd déjà, on va dire, des ambassadeurs. On parle d'influenceurs beaucoup à notre époque. Les premiers influenceurs, c'est les ambassadeurs internes, ce qu'on appelle l'employee advocacy. Donc, voilà, c'est le troisième point. Et donc, c'est pas un trip d'informaticien ou de geek, la performance technique au service de l'UX, c'est vraiment un incontournable. C'est comme le HTTPS, je dirais, sur un site. C'est pas est-ce qu'il faut y aller, c'est si, il n'y a pas le choix. Et c'est plus impactant même que le HTTPS. Donc pour moi, pourquoi Happy User? Parce que déjà, il n'y avait pas le choix de trouver ce genre de solution. Et après, c'est vrai que c'est sur il y a pas mal de bénéfices concrets liés à Happy User qu'on pourra détailler dans quelques instants. Donc côté couteau suisse notamment. C'est ce qu'on a sous les yeux, pardon. Donc oui, vraiment un outil qui ne soit pas virtuel, qui soit vraiment dans la durée, puisque c'est du real user monitoring. Donc ça s'intègre directement sur le site et ça analyse en temps réel la performance du site avec des vrais utilisateurs et pas une sonde envoyée à l'instant T. Ça colle vraiment aux nouveaux besoins des Core Web Vitals. Alors je vous épargne la technicité des Core Web Vitals, mais il y a 3 axes. Si vous voulez retenir juste 3 mots, c'est vitesse, interactivité et stabilité. C'est très important. On se focalise très souvent sur la vitesse, c'est pas le seul levier. Des fois, on peut aussi mettre le focus sur l'interactivité, qui rejoint un peu l'ergonomie, si vous voulez, et la stabilité. Le fait d'avoir un affichage qui va être cohérent, qui va se maintenir quel que soit le navigateur, et qui va se maintenir également dans le temps. Donc, si Google a créé, je dirais, ce référentiel, c'est pas pour le plaisir, c'est qu'il sentait qu'il y avait un impératif avec la multiplicité des devices, des appareils avec lesquels on se connecte. Moi, je vois que via nos analytics, qu'on a plus de 3000 tailles d'écran différents.
qui se connectent à notre site. Donc effectivement, dans cette multiplicité, on a besoin d'avoir des référentiels de performance technique que sont les Core Web Vitals. Et Happy User vraiment s'intègre, se greffe sur cette logique de Core Web Vitals avec une lisibilité très intéressante en temps réel et un côté couteau suisse qu'on verra peut-être par la suite, la granularité de ce que ça propose. Là, on enchaîne. Mais pour quel résultat là, sur la même période que HydroKit, mi-2020, vous avez mis la solution Happy User en place avec des premiers résultats assez rapides. Oui, parce que là, vous parlez d'une demi-seconde, ça serait plutôt 0,7 secondes en fait. En appliquant un protocole HTTP2 qui n'était pas en place, compression gzip également des ressources, de la minification des CSS et des JavaScript. Et puis effectivement, là c'est plus récent, en intégrant un module Drupal, parce qu'on est sur Drupal, on a un CMS avec des images en WebP plutôt que du JPEG à l'ancienne, ce qui permet effectivement de servir des images plus légères. Et en intégrant également, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi une sorte de dialogue, je dirais, technique entre moi, notre équipe, et puis notre agence web qui, elle, sur Drupal, va pouvoir trouver des choses pour continuer les efforts entrepris via Happy User, via le CMS. Parce que quand on parle de CMS, on a des écosystèmes qui permettent d'aller très loin dans des modules qui sont justement de plus en plus orientés à performance technique. Okay. Oui, là, il y avait un slide suivant sur ce gain dont vous parliez de 0,7 secondes. Au-delà de ce gain de secondes, il y avait une expérience digitale que vous étiez parvenu à stabiliser dans un contexte, on le verra dans le slide suivant, d'une montée en puissance de l'audience mobile, avec un contexte peut-être un peu plus compliqué, quoi. Oui, tout à fait. D'autant plus que, pour être très précis, on est passé en 2020, quand on a lancé la solution, on avait 93 000 visites sur l'année. On en a 150 000 en 2022. Donc, forcément, on ne parle pas non plus à périmètre, à isopérimètre. Donc, c'est pas parce que vous avez un jour, c'est pour ça qu'il faut aussi rester conscient que ce genre de solution, elle n'a d'intérêt que parce qu'elle s'intègre dans la durée. Si vous comparez deux sites qui ont le même volume, les mêmes modules, etc., la même navigation, là, nous, on parle presque de deux sites différents. Et donc, forcément, vous allez avoir ce qu'on a vu aussi sur les courbes d'HydroKit. Ça va pas être une courbe exponentielle en permanente. Il va y avoir des moments, ça peut être lié à la saisonnalité des contenus, notamment, mais vous allez avoir des moments où, parce que vous changez aussi des choses techniques sur votre site, il va y avoir ça va baisser, etc. Mais c'est d'autant plus important, justement, de suivre. Et non pas pour se dire on est bien ou on n'est pas bien, mais pour l'utiliser comme un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire là, effectivement, on va peut-être minimiser cet aspect pour se concentrer plus sur tel autre, mais au moins, cette granularité d'information permet de prendre les bonnes décisions. Donc, nous, c'est vrai qu'on a eu une audience beaucoup plus forte qu'attendue, plus 65%, quelque chose comme ça, en 2 ans. Des conversions x2, x3. Donc, nous, c'est pas du site e-commerce sur notre site, mais on a au moins on a observé beaucoup de téléchargements de catalogues et puis d'autres call to action avec des contacts commerciaux notamment, ou des demandes d'éclater machine sur un espace extranet dédié. Et sur mobile, c'est vrai qu'on a peut-être 20% d'audience en plus sur 2 ans. Donc là, on sent qu'il y a encore un focus supplémentaire à apporter dessus. Et ça va plus loin que ça encore, c'est pas juste la part d'audience, c'est qu'on s'est aperçu également que les taux de conversion étaient plus forts sur mobile, et donc on a une vigilance d'autant plus accrue vers les publics mobiles. Et il faut vous imaginer quelqu'un qui est sur un chantier, dans le BTP, il n'a pas trop de temps à perdre, et il va souvent se décider en allant consulter son smartphone. Et donc voilà, donc le côté ordinateur, etc., chez nous n'est plus prépondérant. Il faut vraiment qu'on se mette à la place. Qui dit UX dit se mettre à la place également de la personne avec quel appareil elle est en train de se connecter à mon site, et potentiellement même en lui proposant des services qui soient vraiment adaptés, en ayant peut-être moins de contenu, ou du contenu plus contextuel.
Et c'est notre point faible actuellement, c'est qu'on sent que sur le mobile, il y a encore beaucoup à faire. Mais Happy User va nous permettre au moins de partir sur un bon pied. Ok. Si on peut, si vous pouvez arriver à résumer, quels sont pour vous les principaux bénéfices de la solution Happy User? On a déjà abordé ces thèmes, mais Je ne reviens pas trop sur le réel user monitoring, le temps réel et je dirais en continu, qui est évident par rapport à un essai ponctuel. Mais ce temps réel, en fait, il va vraiment, par rapport à vous, à vos besoins, c'est ça qui va être intéressant. Ça va vous permettre de pouvoir gérer, par exemple, de l'ajout de contenu. Si demain, vous interfacez votre site avec une solution PIM, par exemple, avec votre site, je dis n'importe quoi, il passe de 200 pages à 24 000 pages, vous allez pouvoir voir dans l'historique sur Happy User, ah oui, là, on était à tel perf, tel mois, là, on est passé à tel autre, et vous allez pouvoir comprendre les impacts, en fait, de vos améliorations techniques, pouvoir faire des choix. De même, si vous changez complètement la structure, l'arborescence de votre site, si vous intégrez des web apps, si vous mettez une pop-up avec vos dernières offres commerciales, etc., vous avez vous allez pouvoir vraiment suivre ça en continu sur un historique assez long, avec une finesse de données qui est très intéressante. Quand vous savez que que votre site il se charge en 2,2 secondes et que vous avez même le détail des 4 étapes de chargement qui aboutissent à ces 2,2 secondes, là vous avez quelque chose de fiable et vous voyez ce qui est à améliorer. Ça peut être effectivement dans certains cas ajouter un CDN si vous êtes sur un site à l'international, parce que souvent c'est ce qui arrive, c'est que vous allez avoir un site qui va très bien être desservi par exemple sur la France, vous allez avoir un indice Happy User de 0,95 et vous allez être à 0,42 sur le Mexique par exemple. Alors, si ça n'a pas d'intérêt pour vous le Mexique, tant mieux, mais effectivement si vous envisagez de vendre à l'international sur l'Amérique latine, vous ne pouvez pas vous permettre d'en rester là. Et quand je dis finesse des données et granularité. C'est-à-dire la granularité, c'est le fait de pouvoir segmenter dans Happy User, vous dire par exemple, tiens, j'ai telle catégorie, telle gamme de produits, et je veux vraiment mettre le focus là-dessus, soit parce qu'elle marche très bien ou qu'elle marche très mal, ou peu importe, mais ça vous permet de voir quelles sont les pages, notamment par rapport aux pages les plus consultées. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des pages qui soient bien moins desservies, que ce soit les pages qui soient les plus irréprochables. Et ce n'est pas toujours la page d'accueil, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ok. Là, vous avez aussi cité la notion de base de dialogue avec votre prestataire technique pour faire rapide. Oui, effectivement, c'est toujours agréable d'avoir, même si évidemment cette solution elle est parfaitement autonome, on est très indépendant avec, mais à l'occasion, quand on veut pousser dans le détail, on sait que vous êtes réactif. Et ça, c'est vrai que l'émulation, elle est toujours intéressante, et notamment vis-à-vis aussi de notre agence web. Voilà, ils sentent que derrière, on arrive avec des informations hyper précises, et donc eux, ils se sentent challengés sur la performance, y compris d'ailleurs les équipes UX. Et nous, je peux vous dire qu'on travaille avec une agence qui est peut-être la meilleure, enfin, qui fait partie du fleuron des agences Drupal en France. Et ils ont bien apprécié qu'on aille vraiment sur des sujets aussi profonds, parce qu'il y a des enjeux d'image, mais aussi des enjeux long terme, y compris pour eux. D'accord. Et garder le meilleur pour à la fin. Vous avez cité aussi un point, c'est en l'occurrence le score Appidex qui pour vous revêt une importance forte. Oui, parce que j'aime bien le terme Happy, ça fait Happy. Appidex, c'est un outil aussi très lisible, parce que là, ça peut être très jargonnant, très, très technique. Il faut savoir que ce genre de score, quand vous avez juste un score, que vous dites on est à 0,93 sur 1, ça parle à un directeur général. Ça a tellement parlé au mien d'ailleurs qu'il m'a mis un objectif d'année sur l'année 2022. C'était que j'atteigne tel résultat, donc ça a pu se faire, donc tant mieux. Et ça, effectivement, qui dit décision à prendre, dit que ça peut concerner le top level du management. Parce que quand on parle du service qui est de plus en plus digital, le service d'une entreprise, surtout évidemment quand il y a du e-commerce, mais pas que, et surtout quand on est en B2B où derrière vous avez des clients qui valent 500 millions, effectivement, vous devez suivre à la trace, et je dirais même qu'un directeur général, la direction générale, doit être au fait des performances du site, et pas que en termes d'audience et de vente, mais également en termes d'expérience utilisateur,
pour éventuellement même prendre les devants, parce qu'au des fois, on sait clairement qu'on n'est pas forcément très bon, mais au moins savoir ce qu'on vaut à l'instant T. C'est surtout si on a l'historique derrière de ce qu'on a fait pour y arriver. Pour moi, c'est vraiment stratégique. Et on a un indice qui est là et lisible à tout moment par les web marketeurs, mais également par la direction. Donc pour nous, c'est devenu un KPI de performance à part entière. D'accord. Désolé, j'avais pris un temps d'avance sur la conclusion. Donc, vous l'avez déjà évoqué, bien sûr, l'importance capitale que revêt pour vous le suivi de cette qualité de l'expérience utilisateur. Exactement. C'est vraiment la performance technique au service de l'expérience utilisateur, au service de l'image. Et qui dit bonne image dit à la fois bonne prospection et bonne fidélisation. Ok, bien. Je vous remercie, Romain, pour toutes ces informations. On va pouvoir passer, alors même si on a un petit peu débordé, et s'il reste des questions, s'il y a eu des questions, peut-être d'essayer de répondre à celles-ci. Je pense qu'il y avait une question pour Fabien, il me semble, donc, qui demandait quel était le CMS du site. Alors aujourd'hui, c'est une solution propriétaire. On n'a pas de CMS du marché. Du coup, c'est relié sur notre ERP directement. Et nous, c'est Drupal. D'accord. Il y avait une autre question. Oui. Donc après, qui était l'influence du temps de chargement sur le chiffre d'affaires de Thomas. Donc Fabien avait déjà donné un peu d'infos là sur les plus 67% d'augmentation des taux de conversion entre 2020 et 2022. Et, Après, c'est difficile à estimer le temps de chargement sur le CA, parce qu'en fait, oui, le temps de chargement, il faut que ce soit le plus court possible, idéalement. Mais je dirais que ça joue aussi, comme Romain l'a beaucoup mentionné, mais sur l'expérience utilisateur. Si vous avez un super site qui se charge en 1 seconde 5, mais alors derrière, le bouton ajouter au panier, vous ne le trouvez pas, votre CA, il n'augmentera jamais, en fait. Enfin, c'est impossible. Vous pourrez dire à votre direction, ça fait 1 seconde 5. Non, ça ne servira pas. C'est vraiment un tout. C'est l'expérience qu'on va délivrer à notre client, à notre internaute, qui va permettre d'augmenter aussi ce CA. D'augmenter au moins de le stabiliser, ça dépend après des entreprises ce qu'elles recherchent. Oui, c'est forcément multifactoriel. Ouais, oui, exactement. Et l'expérience digitale, telle qu'on la mesure avec Happy User, est un des éléments qui est essentiel, mais qui n'est pas le seul. Exactement. On pourrait corréler une augmentation de chiffre d'affaires avec Happy User, mais en fait, si vous faites derrière des actions de référencement naturel, vous faites des actions de Google Ads de Google Ads et ainsi de suite, mais en fait, vous ne pourrez pas savoir exactement. On peut mettre des trackers, etc. Il faut que votre site réponde. Déjà, si votre site répond, comme Romain peut le dire, ça vous fait 50% du travail. Après, il faut travailler expérience utilisateur sur le site. Après, Romain, je peux me tromper, mais je pense qu'on est... Non, je suis assez raccord. C'est vrai que ce que je peux rajouter, c'est que quand on considère que les gens ont 5 secondes à vous accorder sur une page, si déjà ça se charge en 3 secondes, je ne pense pas qu'ils vont lire en 2 secondes le reste. Donc effectivement, c'est autant concentrer le peu de temps qu'on a sur le fait qu'ils aillent lire 2-3 lignes et cliquer sur le bouton ajouter au panier. Ok, une autre question de Guillaume. Quel effort budget pour mettre en place cette démarche? Quel savings sur les équipes? Question large encore une fois, mais intéressante. Je sais pas qui. Je peux commencer à répondre en fait. En fait, c'est très peu de budget. C'est très peu de budget. C'est difficile à estimer, ça va dépendre des entreprises. Mais c'est plus du temps en fait. C'est du temps effectivement déjà d'analyse sur qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos priorités. Par rapport à, parce qu'on va vous demander peut-être de créer des nouveaux modules sur le site, etc.
Peut-être que vous allez pouvoir leur dire, non, on va peut-être le mettre dans un deuxième temps. Si l'effort, pour vous, c'est la vitesse de chargement, par exemple. C'est difficile à dire, mais c'est très peu cher, en fait. C'est très peu cher. Par contre, si vous ne le faites pas, ça va vous coûter très, très cher. Ouais, c'est exactement ça. Ça, vous avez bien répondu, Romain. Non, mais c'est difficilement estimable, parce que si vous cherchez une solution, c'est sur low cost, c'est happy user, ça ne sera pas la solution. Mais par contre, si vous cherchez une solution adaptée à votre taille d'entreprise, pour moi, c'est une des solutions. Comme on le disait, le ressenti réel des utilisateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'outils sur le marché. Celui-là, franchement, il est performant, quoi. Enfin, ouais. Nous, il faut dire qu'on est une PME. Voilà, on a un budget de PME. Hein. J'ai un budget de com très, très modique. Et ça s'intègre dedans. Et ça dépend évidemment des besoins, de la taille des sites, des clients. Exactement. On est sur le même cas de figure chez Hydrokit. Et Fabien, je crois que justement ce matin, on en discutait. Il y avait également eu des savings au niveau des équipes internes, justement, du fait de l'accélération des temps de chargement et du coup de l'expérience digitale. Mais dans vos équipes, vous l'aviez chiffré un peu en nombre d'heures par mois, je crois. Oui, c'est ça. Alors, du coup, je n'ai pas le chiffre au niveau d'équipe. C'est vrai que nous, on a aussi une partie, on va dire, un intranet, mais version produit, où là, nos collaborateurs ont un accès un peu plus fort au niveau du site web. Mais je l'ai fait plutôt je l'ai fait sur l'ensemble des pages, du coup. Vous m'excuserez, je n'ai pas le taux. Mais par exemple, c'est vrai que nous, en interne, on charge le site, pour tout vous dire, en moins d'une seconde 2 sur tous nos utilisateurs. Parce qu'on a la fibre, hein, et les serveurs ne sont pas loin. Mais franchement, c'est un gain de temps énorme, parce que du coup, en interne, il faudrait qu'au début, on était à 2 secondes 8. Plus c'était long, et plus ils attendent. Et là, ça répond vraiment bien. Et donc, oui, voilà. Sur la baisse de charge serveur, ce que j'ai estimé ce que j'ai essayé d'estimer, sur un mois, si on revenait en août 2020 et aujourd'hui, on fait une économie de 4,6 jours de temps de charge serveur. Donc, sur un mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais c'est énorme. Et du coup, ça, je trouve ça génial. Et du coup, on peut travailler d'autres choses. On peut travailler, comme dit Romain, d'autres fonctionnalités. Et en ajoutant ces fonctionnalités, ce qui est top, c'est qu'on va venir ajouter une fonctionnalité tout de suite. Nous, on le note au niveau d'API User. Si on voit une dégradation des perfs, on se dit, voilà, à un moment donné, il y a une corrélation directe avec la fonctionnalité. C'est la fonctionnalité, il faut faire quelque chose. Alors, si après, on l'a décidé, on sait qu'il y a un temps de chargement au niveau de la base de données et compagnie. Donc ça, c'est notre fournisseur qui nous le dit. On fait le choix de le mettre ou de ne pas le mettre. Après, c'est à nous de décider. Si elle augmente l'expérience utilisateur et ça dégrade peu le temps de chargement, nous, c'est ce qu'on a fait, là, par exemple, en mars, on y va, quoi, du coup. Oui, ça nous ramène au précédent webinaire où effectivement, on parlait de crédit temps et de se dire, voilà, on peut se donner des objectifs de modules et on sait que ça a un coût au niveau du temps, du chargement. Ça va dégrader un peu l'expérience utilisateur. Par contre, ça va pouvoir amener d'autres choses. On parlait de personnalisation aussi également. Donc, c'est à chaque fois voilà, quand on le fait en pleine conscience, c'est effectivement l'arbitrage, oui. Oui, c'est ça. Et puis comme dit Romain tout à l'heure, hein, c'est un outil d'aide à la décision. Si vous vous laissez guider par l'outil, vous pouvez faire pas n'importe quoi, parce que vous êtes, voilà, on est tous conscients, mais on peut faire des bêtises, quoi. Du coup, si on laisse la machine guider si on dit tout de suite la direction va absolument 1 seconde 5, mais si en 1 seconde 5, vous leur dites ouais, mais il n'y a plus de commande, ils vont faire ah ouais, non, on n'y va pas. Par contre, si on lui dit 1 seconde 7, et là, les commandes elles restent, etc., tout va bien, quoi. C'est les arbitrages. Exactement. Ok. Si on a d'autres questions, S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer. On va pouvoir clôturer. Un peu dépassé. Un petit peu dépassé, mais en tout cas, on remercie ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette présentation. Et puis, on vous donne rendez-vous en 2023 pour de prochains webinaires. N'hésitez pas pour ça à vous rendre sur notre chaîne web Ikeo ou directement sur notre site internet où vous pourrez trouver un certain nombre d'informations. Je vous laisse aussi ces adresses. N'hésitez pas à nous contacter.
On a à disposition un certain nombre de documentation, de use case, d'informations qui pourront vous aider dans votre réflexion justement autour de l'expérience digitale, son amélioration et ses liens avec la performance web. Voilà. Je vous remercie encore une fois, Fabien, Romain, pour votre présence. Philippe aussi, je te remercie. Merci. Merci d'avoir animé. Et puis, on vous souhaite à très bientôt. On souhaite de bonnes vacances, bonnes fêtes à tous. Et rendez-vous en 2023. Rendez-vous en 2023. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tout le monde.